coup, Karim en fait intervient dans une boîte qui s'appelle KSP, donc qui est sa boîte, et je vais le laisser la présenter directement. Déjà, bonjour à tous. Merci de votre présence pour cet échange visio concernant la préparation physique, surtout, on va dire, les axes de travail sur une reprise post-confinement ou post-repos, une période hors compétitive. Merci à Anto déjà de m'avoir aussi convié à cet échange pour pouvoir parler de ce que j'aime. Donc, c'est la préparation physique, c'est mon métier, c'est mon corps de métier dans un premier temps. Et suite ou en parallèle à ce métier, j'ai développé donc une structure qui est un bureau d'études où on travaille autour de l'analyse de trois pôles. Donc, un pôle santé, un pôle sport et un pôle performance. Le pôle santé intervient clairement sur tout ce qui est cas clinique, pathologie clinique, dans l'intervention, exemple auprès de public senior. Vous avez pu voir la semaine dernière, je crois, avec Lucas Frati, le travail autour de l'handisport, le travail autour du senior dans le handball. Donc, c'est un petit peu tous ces seuils d'intervention. On travaille aussi, par exemple, autour de l'obésité morbide, sur des chirurgies post-bariatriques, la mise en place de l'activité physique suite à ce type d'intervention. Au niveau du pôle sport, on est clairement dans l'entraînement du sportif de tout niveau. On est aussi sur du fonctionnement de salles, de clubs de sport, donc que ce soit salle fitness ou association. On cherche à mettre en place des protocoles d'organisation ou des protocoles d'entraînement dans les plannings pour pouvoir gérer d'un point de vue marketing au mieux ces structures-là. Dans le cadre de la performance, on revient clairement donc à la veine de mes compétences, c'est-à-dire la préparation physique, où là j'interviens avec donc d'autres coachs sur l'optimisation, sur l'analyse et on va dire l'expertise de la performance ou de modèles d'entraînement pour le sportif de haut niveau. Donc les interventions physiques se font auprès d'équipes ou de clubs, comme sur Sudaction Marseille, où j'ai connu Anthony, où on intervenait sur les filières jeunes et sur les filières seniors avec cette équipe Fagnon en pré-national. Voilà donc un petit peu pour les trois axes de développement chez KSP Consulting. Pour ma part, je m'appelle Karim Gorzi, donc je suis préparateur physique, pas depuis de nombreuses années, mais seulement depuis 7 ans. Anthony adore me vieillir. J'ai une courte expérience dans le milieu, j'essaie de progresser par la formation continue chaque année. Je suis titulaire d'un Master 2 en génie biomécanique du vivant. Et à côté, donc, comme je vous disais, j'ai plusieurs petites formations qualifiantes ou certificantes sur plein de domaines où j'essaie d'ajouter, on va dire, des cordes à mon arc. J'ai été préparateur physique en France de 2014, je crois, 2016 avec la nationale 1 de Martigues en intervention à distance et en séance physique. J'ai basculé en 2017 avec le plan de Cuc handball où on a effectué toute cette petite ascension jusqu'à la LBE. Et en parallèle, je travaillais avec l'équipe d'Anthony et le club de Sud Action de Marseille. Donc, on a fait aussi deux montées, c'est ça, Anto, si mes souvenirs sont bons. Ouais. On a fait deux montées sur à peu près 4 ans de travail et je me suis exilé à l'étranger cet été pour un petit défi personnel. J'avais à cœur de jouer une Coupe d'Europe, du moins une petite Coupe d'Europe et voir un petit peu ce que se faisait en termes de haut niveau à l'étranger. Donc, je me suis installé en Grèce depuis maintenant 3 mois, quoi, depuis le début de la saison, auprès de l'AEK Athènes. Voilà un petit peu pour la présentation globale. Je souhaitais avec Anto mettre en place une visio plutôt qu'on soit à titre informatif ou dans le sens enseignement. Je ne suis pas là pour vous enseigner quoi que ce soit. Comme l'a dit Anto au préalable, vous avez déjà des notions de préparation physique, des notions d'entraînabilité dans le cadre de votre activité. Donc, je souhaitais vraiment me reposer sur un échange interactif. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à échanger, à mettre un petit peu vos exemples du quotidien, les problématiques que vous rencontrez en séance ou lorsque vous mettez en place une préparation physique suite à une reprise confinement ou en début de saison. C'est vraiment ces axes-là qu'on va chercher on va dire, à développer et à échanger là-dessus pour que vous repartiez avec le plus d'informations possible et que je puisse vous transmettre un petit peu mes connaissances. Voilà pour le tour d'ensemble. C'est bon pour toi, Anto, Sophie?
Yes, moi pas de problème. Par rapport au sommaire, du coup, l'idée en fait est de voir deux grosses fonctions. La fonction plutôt, enfin, deux gros sous-parties. La partie enfant, ado, adulte, plutôt dans le cadre d'une pratique, je dirais, loisir où les joueurs s'entraînent 1, 2 fois par semaine, peut-être avec même une période de confinement qui a été pas forcément utilisée pour le travail, ou très peu en tout cas, et une partie plutôt ado-adulte, où là on est plutôt sur une pratique de performance, où je dirais plutôt de haute intensité, avec voilà, 2, 3 séances régulièrement, voire plus. Peut-être une partie confinement qui a été utilisée pour travailler. Donc voilà, on est plutôt sur ce format-là, avec sur la partie loisir. On est accompagné d'enfants, je crois. Sur la partie loisir, est-ce qu'on peut couper les micros, s'il vous plaît? Couper le micro à distance. Je ne sais pas chez qui, parce que tous les micros sont coupés. Anthony, c'est chez toi? Non, ma fille parle pas, elle est devant un dessin animé. Eh ben, il y a le comité. Je crois que c'est Pays de la Soie, il me semble. Non, ils sont coupés. Le micro est coupé. Ah, parce que moi, il me le met en... Bon, là, ça va mieux. Ça y est, j'ai coupé. Ok, parfait. Du coup, donc, sur la partie loisirs, l'idée est plutôt de parler des orientations sur les axes de travail, qu'ils soient moteurs, fonctionnels ou musculaires. Et sur la partie performance, et dans chaque secteur, en fait, que ce soit l'enfant, l'ado ou l'adulte. Sur la partie performance, l'idée, c'est plutôt de parler de planification de la prépa physique avec la périodisation, la quantification, la planification et l'individualisation. Donc, et l'idée, c'est que Karim puisse échanger avec vous sur chaque thématique. Donc, en l'occurrence, on va commencer par l'enfant. Et que derrière, vous puissiez réagir, savoir peut-être ce que vous faites, ou ce que vous pensez faire, ou ce que vous avez envie de faire, et de savoir si c'est plutôt intéressant ou pas. Voilà. Donc, Karim, je te laisse du coup enchaîner sur la partie enfant. Oui. Alors, juste, je reviens un petit peu sur ta présentation détaillée. Voilà, donc ce qu'il faut savoir déjà dans un premier temps en préparation physique, quel que soit le niveau, l'âge de l'individu, dans une idée d'entraînement, tôt ou tard, peu importe ce que vous allez faire en séance handball, va permettre de l'entraînabilité, va permettre une adaptation de l'organisme. Donc, tout à l'heure, je rebondis sur une phrase qu'a dit Anthony, il a dit « chacun son métier ». Chacun fait son travail. Alors oui et non, je suis à demi d'accord là-dessus. Je vais prendre beaucoup d'images pour pouvoir expliquer. Anthony le sait, j'aime beaucoup imager la préparation physique pour qu'elle soit compréhensible par tous. Donc, pour vous donner une image, on fait tous, que ce soit une intervention qui soit professionnalisée ou pas, on fait tous et ça a toujours du résultat, quoi qu'il en soit. Faire, entraîner un enfant, ne serait-ce que sur une course aujourd'hui, peu importe si elle est quantifiée de manière correcte ou pas, demain l'enfant sera meilleur. C'est ce qu'il faut se dire en règle de base. C'est que l'entraînabilité va pousser forcément une adaptation de l'organisme où il va chercher à se dépasser sur le seuil suivant, donc se réadapter sur un niveau supérieur. Ça, c'est le phénomène de compensation, pour en parler un peu plus précisément tout à l'heure. Pour revenir sur ce que disait Anto sur le chacun son métier, aujourd'hui, on mange tous, on s'alimente tous le matin, le midi, le soir, on se cuisine tous des petits plats. Mais malheureusement ou bien heureusement, ce qui fait la différence avec le professionnalisme ou la compétence, il y a des chefs cuisiniers. Voilà, il y a des chefs cuisiniers de 2, 3 étoiles, 4 étoiles. Si on fait ne serait-ce qu'un œuf à la coque à la maison et un chef cuisinier réalise un œuf à la coque dans un grand restaurant parisien, par exemple, on sait d'ores et déjà que l'œuf à la coque du chef cuisinier sera meilleur. Donc, sera meilleur parce qu'il aura choisi déjà des ingrédients, il aura analysé son ingrédient pour pouvoir l'utiliser de la meilleure des manières. Il y aura adapté une méthode qui sera, on va dire,
précise et en vue d'un produit final. Et il va sortir un produit final, donc beaucoup plus précis, peut-être par la présentation, dans le cadre de la cuisine, pour l'adapter au mieux aux attentes, en quelque sorte, du client, de celui qui va manger. Nous, en préparation physique, c'est un petit peu la même chose. Ce que vous faites, si vous faites des bondissements de la course sur une séance, que ça soit quantifié ou que vous n'êtes pas dans le domaine de la préparation physique, forcément, il va y avoir un intérêt et il va y avoir surtout une résultante à ce travail-là. Donc, quoi qu'il en soit, l'entraînabilité, elle est dominante à chaque séance de handball, même lorsqu'on ne fait pas de préparation physique. Ce qu'il faut tenir compte, dans un premier temps, c'est que pour réaliser cette entraînabilité, on va s'appuyer sur des caractéristiques. Ces caractéristiques, elles ont été énoncées tout à l'heure. Ça va être des caractéristiques d'évolution. D'évolution corporelle, d'évolution aussi psychique, d'évolution physique, et aussi on va les corréler aux objectifs que vous avez avec l'individu, avec le sportif ou avec l'équipe que vous entraînez. Dans les grandes lignes, je veux qu'on apporte déjà 3 réflexions, peu importe l'âge. Ça va être observé dans un premier temps en préparation physique. Dans un deuxième temps, on va chercher à analyser l'observation, et dans un troisième temps, on va essayer de la quantifier. Un petit peu comme le chef cuisinier, il va observer les meilleurs producteurs, il va choisir son œuf qui est le plus intéressant ou le plus de qualité. Il va analyser comment il va pouvoir exploiter cet œuf-là. Et ensuite, derrière, il va avoir la résultante, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il va quantifier, en gros, peut-être son temps de travail, je ne sais pas, ou le choix des ingrédients qu'il va mettre pour obtenir le produit final. Donc, en préparation physique, on va toujours garder ces 3 mots d'ordre: observer, analyser et quantifier. On reviendra tout à l'heure sur la partie performance, sur la partie ado et adulte de performance, pour pouvoir détailler comment mener une préparation physique, ou du moins une planification pour pouvoir observer, c'est-à-dire prendre un groupe ou un individu, analyser ses qualités, chercher à les développer par la quantification et obtenir un produit final. C'est bon pour tout le monde là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à rebondir. Vous pouvez brancher vos micros. Ouais, vous pouvez brancher vos micros ou lever la main là, avec l'outil lever la main, ce sera le mieux. Super. Oui, on fonctionne en visio. Si c'est OK, le pouce. Si c'est pas bon, la croix, et on n'hésite pas à intervenir. Concernant l'enfant, on va respecter donc, comme je vous ai dit, alors, Kaka, 2 secondes, je crois que Emmanuel avait une question ou pas? Ou tu as juste levé la main? Non, juste levé la main. C'était un test, ok. C'était un test, d'accord. Alors, concernant l'enfant, on va débuter par l'enfant. Donc, en m'appuyant toujours sur les caractéristiques de développement, avec Anthony, on a préféré recenser 3 caractéristiques de développement. Donc, on s'est dit de travailler déjà dans un premier temps autour d'un recensement plutôt, autour des qualités cognitives, des qualités motrices, donc dans le développement de l'enfant. Ensuite, on a décidé de travailler autour des qualités fonctionnelles, donc par exemple l'entraînement cardiovasculaire, et autour du musculaire, par la musculation, le renforcement musculaire que vous souhaitez mettre en place avec vos équipes ou vos joueurs. Chez l'enfant, il faut savoir qu'on est toujours, globalement, on est dans une phase de croissance, c'est ce qu'il faut se dire. Donc, on est tout le temps en évolution. L'enfant doit être suivi de près, encore plus que l'adulte, alors que chez l'adulte, on cherche un seuil de performance, d'expertise beaucoup plus fin, beaucoup plus précis. Donc, nous, il faut normaliser un petit peu l'enfant dans son évolution, mais il faut aussi être un peu plus à cheval sur le suivi, sur l'individualité, malgré qu'on n'en fait pas tant que ça. D'un point de vue morphologique, il faut savoir que l'enfant est en train de créer donc des graisses, il est en train de créer une enveloppe corporelle qui lui aussi découvre à ce moment-là, mais il est dans un épanouissement. Donc, il n'a pas de relation au corps. Il va utiliser son corps, il va s'en amuser avec ce que le corps lui propose en quelque sorte. Au niveau des qualités cognitives, des qualités de développement moteur, on sait que l'enfant a besoin des qualités d'équilibre, chose qu'il n'a pas du tout. Tous les enfants ont un seuil d'équilibre qui est très très bas. D'accord ? Certains vont être plus développés que d'autres, mais dans l'ensemble, on est sur un seuil d'équilibre très très bas. Donc, c'est une qualité cognitive à développer dès le début. Ces qualités cognitives, elles vont rejoindre d'autres qualités telles que la dextérité. J'ai noté un petit peu aussi les gestuels de technique, ça rentre là-dedans. Voilà, tout ce qui est apprentissage du geste au handball. L'intérêt, ça va être toujours cette notion d'apprentissage de base.
Sur les qualités cognitives, on va aussi chercher à développer chez l'enfant. J'ai noté un petit peu la gestuelle de mouvement parce que ça reste quand même le socle de toute préparation physique, le mouvement. On a le mouvement, la qualité d'exécution. À ça, on y ajoute soit de la force, soit de la vitesse. Et ensuite, on la rentabilise sur le terrain. Donc, la base, vraiment, au niveau moteur, on va dire chez l'enfant, ça va être de développer ses qualités cognitives, ses qualités d'adresse, ses qualités d'équilibre, ses qualités de geste, ses qualités de mouvement. On est vraiment dans une notion d'apprentissage. C'est bon pour tout le monde là-dessus? Oui. Parfait. Alors, on poursuit. Au niveau moteur, on a fait un petit peu du global. On pourra rentrer un peu plus en détail sur ce développement. Chez l'enfant, on a paramétré l'enfant, nous, 10-14 ans, donc catégorie U11, U13, je pense, Anto, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, catégorie U11, U13. Donc, voilà. Au niveau fonctionnel… Est-ce que tu as de quoi… Est-ce que tu peux donner des billes sur ce qui se fait avant? Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que c'est uniquement sur l'aspect moteur, ce qui se passe avant, pour les clubs qui ont du moins de 7 ou du moins de 9, par exemple? Alors, pour les clubs qui ont des catégories beaucoup plus jeunes, honnêtement, c'est ma vision des choses. Donc, c'est ma recette, pour toujours vous imaginer avec la cuisine. C'est ma recette en tant que cuisinier. Moi, mon gâteau au chocolat sera différent du restaurant voisin et ainsi de suite. Mais ça restera un gâteau au chocolat. Donc, moi, dans mon idée de recette, l'enfant, il n'y a pas de seuil, on va dire, starter développement. Voilà. On va au Canada. Au Canada, on fait de l'haltérophilie à 6 ans. Donc, l'intérêt, c'est de savoir observer, de cibler son public, comme je vous ai dit sur les maîtres mots, d'être capable d'analyser la capacité de l'enfant à s'entraîner et ensuite, derrière, de pouvoir quantifier le travail pour ne pas tomber dans les phénomènes de surcharge ou de blessure chez l'enfant, où le risque est plus élevé. Mais sinon, voilà, on reste sur, comme je vous ai dit, des qualités cognitives globales chez l'enfant. On va chercher à développer toutes ces petites qualités, mais on peut, dès l'âge de 6 ans, on va dire, donner une balle à un enfant, lui donner un cercle, et puis lui demander de tirer cette balle dans le cercle, et là, on va forcément développer les qualités d'adresse ou les qualités de précision. J'ai répondu à ta question, Anto? Oui, tout à fait. D'accord. D'un point de vue fonctionnel, il faut savoir qu'à cet âge-là, on est vraiment sur une amélioration constante des facultés cardio-pulmonaires ou cardiovasculaires. D'accord? Donc, quand je vous dis cardio-pulmonaire, c'est que j'entends la capacité, la notion de capacité à pouvoir inspirer, à expirer à l'effort. D'accord? Donc, sur ces efforts-là, on est dans un apprentissage encore. On va éviter tout ce qui est effort d'intensité relativement haute et prolongé. Ce n'est pas l'intérêt. L'enfant sait le faire. Il va se reposer et exploiter au maximum, comme je vous ai dit, ce corps dont il ne cherche pas à prendre connaissance. Pour vous imaginer sur une vie de tous les jours, lorsqu'on regarde des enfants dans une cour de récréation, ils vont jouer très très vite, à très haute intensité, sur une durée très très courte. On peut prendre le jeu de la marelle, on peut prendre, si des garçons jouent au football, ils vont faire un gros effort et ensuite ils vont marcher ou soit à Marseille, râler le reste du temps de jeu. Généralement, c'est ça. Donc, du coup, il va rester sur un effort de haute intensité, mais il ne va pas gérer son effort, c'est-à-dire il ne va pas le maintenir dans le temps, parce que ce sont ses qualités cardiovasculaires qui lui permettent de faire uniquement cet effort-là. Donc, nous, dans l'apprentissage fonctionnel chez l'enfant, on va chercher à développer la notion de capacité et on va chercher à maintenir des efforts à faible intensité, voire moyenne intensité, le plus longuement possible. C'est ce qui va permettre à l'enfant de progresser d'un point de vue cardiovasculaire. Il faut savoir quand même que malgré la mauvaise utilisation des qualités cardiovasculaires, on est en constante évolution, comme je vous ai dit, de l'appareil cardio-pulmonaire, mais on commence à se rapprocher quand même du volume de l'adulte. Donc, on peut avoir des gros débits respiratoires, mais mal gérés. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il va falloir travailler autour de l'enfant, chercher à développer les qualités cardiovasculaires, mais ciblées, et surtout apprendre à gérer ses efforts dans la durée de la séance. Pour ce travail fonctionnel, vraiment, on a fait le grand tour. Il n'y a pas plus à développer chez l'enfant. L'objectif, ça va être de créer un socle correct pour pouvoir ensuite, à l'adolescence, le développer sur d'autres méthodes d'entraînement cardiovasculaire. On va basculer derrière sur ce que j'appelle en quelque sorte les qualités
motrice, c'est-à-dire la morphologie, l'évolution de la caractéristique de l'âge, pour pouvoir revenir sur tout ce qui était les qualités cognitives qu'on a vues dans un premier temps. Il faut savoir que cette période, elle est favorable pour tout ce qui est les apprentissages moteurs. Un enfant, sur une séance d'1 heure, pendant 98% de la séance, il va chercher à se développer, chercher à s'animer, chercher à s'éveiller, chercher à être connecté. Connecté soit par l'amusement, soit par le technico, soit peut-être aussi par l'enseignement. Mais à cet âge-là, on sait que la concentration sur les séances, c'est un petit peu compliqué. Donc, nous, on va se concentrer à améliorer toutes ces qualités-là, tous ces morphos, on va dire tous ces patterns, ce qu'on appelle des patterns, ou tous ces schémas morphomoteurs, par une orientation du travail autour de la coordination, autour de ces petits ingrédients. On reste focalisé sur l'œuf, en quelque sorte, sur la qualité de l'ingrédient qu'on va choisir. Donc, on va développer, comme je vous ai dit, la coordination, le rythme, la fréquence. On va chercher à travailler autour de l'orientation dans l'espace, situer l'enfant, situer son schéma corporel dans l'espace sur un terrain de handball, par exemple. Et on va le pousser vers le socle, comme je vous ai dit, cardiovasculaire, mais aussi musculaire. Donc, le mouvement, qui est notre base, la base de tout développement en préparation physique. On va apprendre le mouvement de base, donc ne serait-ce que peut-être le tir par poste, ou le placement des appuis lors d'une relation, d'une passe, je ne sais pas, enfin, ça relève un petit peu du technico, vous pourrez mieux y répondre que moi, mais on va créer vraiment l'acquisition spontanée et, si je puis dire, volatile, de la stabilisation, d'abord de l'apprentissage et ensuite de la stabilisation du geste. Le but à cet âge-là, vraiment sur les profils morphomoteurs, c'est de se dire ben, j'essaie, je fais l'erreur, j'essaie, je fais l'erreur, je sais, je fais l'erreur. Et le mener sur une quantité de répétition pour pouvoir aussi évoluer sur la problématique fonctionnelle où l'enfant fait des efforts très très courts et après il lâche un petit peu l'envie de progresser. Nous, on va l'étaler dans le temps. Voilà pour le développement général au niveau de l'enfant. Ce que j'ai noté au niveau musculaire, ça va être... comme je vous ai dit, au Canada, à 6 ans, les enfants font déjà de la force athlétique avec des charges quantifiées. Il ne faut pas se dire que la musculation c'est une idée reçue encore une fois, la musculation va ralentir la croissance. Non, tous les enfants grandissent avec leur rythme d'évolution, on va dire, osseuse, musculaire. Et on ne va pas forcément créer une contrainte par de l'entraînement ou du renforcement musculaire. C'est totalement faux. Au contraire, on va créer une entraînabilité, un seuil de tolérance musculaire. Et au niveau des orientations de travail à cet âge-là, moi, je vous conseille clairement de travailler autour du renforcement général, de maintenir des mouvements dans le cadre de l'apprentissage, par exemple, fonctionnel, de maintenir des mouvements de base et de créer, en gros, une adaptation ou peut-être une évolution à l'exécution de ce mouvement-là. Se concentrer sur la notion de mouvement tout autour du renforcement musculaire. Sur cette période-là, il faut faire découvrir la musculation, faire découvrir un développé couché, ne serait-ce qu'avec un jalon ou un bâton. Ça va mettre des repères dans l'espace, comme on a dit tout à l'heure avec le schéma corporel, mais aussi des repères dans l'espace avec du matériel. Donc déplacer une barre ou ne serait-ce que tirer une barre sur un rowing, par exemple. On va amener déjà cet apprentissage-là. C'est très, très important pour la suite. Quand tu disais, Anto, est-ce que sur les sections encore plus jeunes, on peut le faire? Bien sûr qu'on peut le faire. On peut apprendre à un enfant à prendre une barre sur un terrain, d'améliorer sa souplesse scapulaire, par exemple, puisqu'on va y venir dans le cadre musculaire. Par exemple, sur des positions de squat, avec donc un jalon à vide, à 100 grammes, même pas, ou travailler en salle de musculation sur des mouvements tels que le coucher, l'installer sur un banc avec une barre ou un bâton. Sur les qualités musculaires, je vous ai parlé de la souplesse, c'est le moment de la développer. Ça reste une qualité quand même, on va dire, liée à cet âge-là, à ces caractéristiques de l'âge, mais il faut continuer à l'exploiter. Il faut continuer à la travailler et surtout, c'est plutôt dans le cadre, on va dire, politique d'entraînement où en France, on n'a pas cette idée-là de s'entraîner, de préparer le muscle à l'échauffement. C'est une idée qui est maintenant installée dans vos entraînements. Mais par contre, de retrouver des cool-downs en fin de séance, prendre vraiment 15-20 minutes pour s'étirer, ce n'est pas dans la politique du sportif français.
Donc justement, je pense que c'est à cet âge-là, dès l'enfance, où il faut s'imposer, malgré que les qualités soient là naturellement, de la souplesse musculaire et prendre le temps de revenir en fin de séance sur des capacités de récupération musculaire. Voilà, donc on peut le voir au Canada, on a parlé tout à l'heure de la préparation physique autour de l'enfant et autour des scientifiques. Il y a toujours un temps qui est accordé à la fin de la séance. Au handball, on prend l'exemple dans les pays scandinaves où on a une partie d'échauffement qui est de 15-20 minutes, comme en France. Par contre, on a une partie, on va dire, de déséchauffement en quelque sorte, où on va laisser retomber le moteur qui est de 15-20 minutes en fin de séance. Ça, je vous conseille de le mettre à cet âge-là, puisque dans l'apprentissage, ça va rester dans la carrière du sportif. Et c'est une politique qui va lui permettre, dans un cadre préventif, de progresser et surtout aussi de gérer au mieux les contenus et les volumes de ces séances. Voilà pour l'enfance. La Karim, tu parles vraiment, c'est plus de l'assouplissement que de l'étirement par rapport à ce que tu dis là. Alors, l'étirement et l'assouplissement, c'est deux notions qui se confondent. Le but, ça va être vraiment de se dire, mon muscle a créé un effort, derrière, je vais lui permettre de se soulager. Voilà. Et en France, j'insiste sur le fait qu'à cet âge-là, ça soit une qualité naturelle, mais ce n'est pas parce que c'est une qualité naturelle que tous les enfants sont souples qu'il faut en gros la bannir de vos entraînements. Je pense qu'il faut l'installer à cet âge-là pour justement créer ce que je vous disais, une culture de l'entraînement et une culture de l'assouplissement en fin de séance, une culture du déséchauffement, comme j'ai dit. Ok. C'est bon pour toi, Anto? Ouais. Est-ce que vous avez des questions sur la partie enfant? Est-ce que vous souhaitez un ou deux exemples sur quand on a parlé d'aérobie, quand on a parlé de renforcement musculaire? Est-ce que vous avez besoin d'exemples ou tout va bien pour tout le monde? Ouais, ce serait quoi les grands exercices pour développer l'aérobie? Le luc léger, ce genre de truc ou Alors, le luc léger, c'est quand même, ça reste un test, le luc léger, donc il va nous donner une valeur qui va être réutilisée à l'entraînement. À ce niveau-là, à cet âge-là, on ne peut pas prendre un ensemble de données et les réutiliser pour planifier l'entraînement. Ce qu'il faut se dire à cet âge-là, c'est que sans forcément travailler dans des filières énergétiques ou plonger dans l'aérobie, l'objectif, ça va être de maintenir un effort, comme je vous ai dit, à faible ou moyenne intensité le plus longuement possible. Donc, c'est à vous, sur les perceptions, sur le premier maître mot, dans le cadre de l'observation, de se dire, j'ai un groupe qui, en quelque sorte, d'un point de vue physiologique, fond très rapidement, en gros, le seuil de fatigabilité, il faut savoir que chez l'enfant, c'est la problématique qu'on a, c'est que la fatigabilité, ce seuil-là arrive très, très rapidement. Le but, c'est à vous de le quantifier et de le repousser, tout simplement. Si au bout de 20 minutes de jeu à faible intensité, où vous travaillez sur jeu réduit, par exemple, on voit que l'enfant, il est oxy, la séance d'après, on va chercher à créer, comme je vous disais tout à l'heure, une petite adaptation, améliorer, en fait, faire évoluer le taux d'amélioration sur la séance suivante, sans forcément quantifier les filières énergétiques, de se dire, je fais du temps de pourcentage de VMA, à cet âge-là, il n'y a aucun intérêt. L'idée, c'est du coup, comme on n'est pas obligé, donc, pour reprendre ce que tu dis, l'idée par rapport à ce que dit Paul, est-ce que c'est plutôt de dire, du coup, on n'est pas obligé, pour travailler ce que tu dis, on n'est pas obligé de partir courir pendant 1 heure ou pendant 30 minutes, mais on peut le faire dans le transfert du handball. C'est un exercice où tout le monde court pendant 20 minutes et à nous d'analyser, comme tu dis, de savoir si au bout de 20 minutes ils sont cramés ou pas et de faire en sorte que, donc on n'est pas obligé d'aller courir, on peut le faire sur un transfert handball. On a les deux choix, je vais te dire, on a les deux choix. À cet âge-là, vaut mieux passer travailler autour de la notion de plaisir, autour de la notion de technico, autour de la notion d'activité. On sait que les créneaux sont souvent limités. Je prends pour les sections jeunes. Donc, pendant 1h30, pourquoi aller gaspiller 45 minutes à aller courir dehors? Enfin, c'est surtout ça. Là, il faut voir la problématique dans son ensemble. On va dire l'entraîneur ingrat, à cet âge-là, il va les faire courir pendant 45 minutes. Et puis, on va dire l'entraîneur qui est un peu plus disposé à tenir compte, comme on a dit tout à l'heure, de la concentration, de l'habilité à rester concentré sur l'ensemble d'une séance,
il va se dire, ben, alors moi, je préfère intervenir, enfin, amener mon action pédagogique par le jeu, par un exercice de jeu. Voilà, c'est vraiment au choix de l'entraîneur à ce niveau-là. Paul, ça répond à ta question? Oui. Ouais. L'idée, c'est de ne pas faire de la fréquence ni de faire de la haute intensité, mais plutôt de faire un effort plutôt faible, mais longtemps. Si on arrive à le faire par le transfert du handball, c'est plutôt mieux pour l'enfant que d'aller courir pendant 30 ou 40 minutes. Pour résumer, peut-être c'est ça, je sais. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'enfant? Après, c'est plus sur le développement de la filière aérobie. J'avoue que c'est un peu vague pour moi, en fait, au handball, puisqu'en fait, on est quand même beaucoup. Je dis pas qu'il faut pas en faire, mais on est beaucoup comme sur une grosse fréquence de sprint, en fait. Et sprint, arrêt, marche. Ouais, je pense que du coup, c'est peut-être là ta capacité d'entraîneur à mettre des régulations ou des variables qui vont limiter ces sprints-là. Peut-être que c'est sur un jeu de petit espace où tu interdis. Là, c'est plutôt dans ton. Karim, si tu as des idées, tu peux compléter, mais je pense que l'idée, c'est là. J'aimerais bien rebondir à ce que disait Paul. Au niveau de l'aérobie, on va penser aérobie volume pour se donner un ordre d'idée. Donc, améliorer, si tu préfères, ou comme je disais tout à l'heure, augmenter le taux de volume, en quelque sorte. Se dire que j'étais à 30% en termes de volume. Aujourd'hui, je vais créer une séance autour de 35%, 40%. Il faut vraiment s'éloigner de l'idée sprint intermittente en aérobie. Ce n'est pas du tout la filière. La filière aérobie, on va se dire, c'est un énorme réservoir avec un tout petit débit. Alors que chez l'enfant, comme on disait tout à l'heure, lorsqu'on observe un enfant en cours de récréation, c'est un tout petit réservoir avec un énorme débit. Il va gaspiller ce tout petit réservoir. La notion de sprint, la notion d'intermittent, après on ne va pas forcément rentrer en détail dans les filières énergétiques, mais c'est un petit peu ça. Donc, ce qu'il faut faire, nous, dans un premier temps, c'est que pour améliorer l'entraînabilité de ce gros réservoir, de ce petit réservoir, à gros débit, il faut avant tout avoir un gros réservoir de recharge à faible débit. Et c'est ce volume-là qu'on va chercher à augmenter, et c'est ce volume-là qu'on appelle l'aérobie. Okay. Le sprint et l'intermittent, c'est à l'opposé clairement du travail d'aérobie. Okay. Voilà. Ça marche. Voilà, pour te donner un ordre d'idée, ce que je ferais avec des enfants des U11 ou des U13, quand j'ai eu l'occasion de travailler avec Anto sur ces sections-là, tenez dans le cadre de renforcement musculaire ou handball, des seuils, on va dire, quand on faisait du 2 contre 2 sur contre-attaque repli, par exemple, on maintenait des seuils de volume, et ces volumes-là, on essayait de les augmenter au fur et à mesure pour créer une capacité aérobie plus importante. Et ensuite, plus tard, on s'est dit, si on prend le plus gros taux de travail, le plus gros pourcentage, c'est-à-dire qui était exprimé en temps à ce moment-là sur cet exercice-là, on terminait à peu près sur du 4-5 minutes, donc 4-5 minutes où l'enfant va créer un volume et une capacité à l'effort. Dans ces 4-5 minutes, à ce moment-là, on va mettre des contraintes beaucoup plus lactiques ou alactiques, telles que le sprint ou le travail intermittent. Mais notre base, notre socle, ça va être le volume de travail complet. Un autre exemple, Paul, ce que tu peux faire dans l'objectif que les joueurs ils travaillent longtemps, c'est de faire, par exemple, quand tu veux travailler la relation passeur-réceptionneur, tu fais des entraînements avec beaucoup d'enchaînements de tâches, où les joueurs se retrouvent à des postes différents à chaque fois, et où le jeu ne s'arrête jamais, en fait, où il n'y a pas de temps de repos. Et du coup, tu fais ça pendant, je te dis une bêtise, 5, 6, 7 minutes, et tu vas vite voir à quel moment les passes deviennent merdiques, en gros. Et où tu as de plus en plus de pertes de balles, c'est leur seuil, en fait. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que ce seuil soit repoussé pour que ta perte de balle, elle se retrouve à 12 minutes la prochaine fois, quoi. Okay. Ouais, je pense que c'est au-delà du 2 contre 1 et tout qui est pas mal, ça peut être aussi ça, tu vois. Là où peut-être l'intensité est plus faible que le 2 contre 1 ou que le 2 contre 2, par contre, elle peut durer plus longtemps, tu vois. Donc après, tu as cette variable-là à jouer un petit peu entre les deux.
Exactement. Voilà. Il faut vraiment jouer sur la variabilité, exactement, dans un premier temps. Éviter la monotonie pour garder le facteur concentration, en quelque sorte. Et c'est aussi dans les caractéristiques de l'âge, et c'est surtout dans la caractéristique de l'âge, mais avoir une activité attrayante, en quelque sorte, mener l'adresse, la vitesse ou la souplesse par des jeux, par des ateliers, par du ludique. C'est à cet âge-là où justement on travaille beaucoup plus, et malheureusement c'est le problème aussi de savoir que quand on a des petites sections, quand on a des jeunes, nos contenus de séance sont encore plus développés puisque les situations doivent être variées. Et justement, quand je prends l'exemple d'un entraîneur de haut niveau, des fois on se dit, il met 2-3 notes sur une fiche pour préparer une séance et ça suffit. Alors que le travail d'un entraîneur sur les sections jeunes, ça va être de créer des contenus où il va falloir gérer à la fois les intensités, mais aussi gérer la variabilité et gérer, enfin, de contrer la monotonie pour garder toujours un attrait au travail et dans la durée. Donc c'est pour ça que j'ai d'autant plus de respect pour les entraîneurs des jeunes sections, quoi. On enchaîne sur les ados adultes, sinon on va finir à 12h30. Je sais que c'est passionnant, mais il faut... Jusqu'à 15h, je peux rester, il n'y a aucun souci. Je sais, c'est ça le problème. Alors, pour les ados, on va toujours garder donc, les grandes lignes, on va dire ces 3 maîtres mots avant d'approfondir le travail de préparation physique. On reste toujours dans l'observation, l'analyse et la quantification. Et surtout sur ces 3 critères qui sont morphologiques, fonctionnels et moteurs. À cet âge-là, dans l'adolescence, il faut savoir que les chaînes musculaires, je vais parler dans un premier temps d'un point de vue morphologique, il faut savoir que les chaînes musculaires, elles se sont concrètement développées, mais elles sont en train d'atteindre leur seuil maximal. Donc c'est pour ça que souvent vous avez beaucoup de pathologies qui sont fréquentes liées au développement musculaire, tels que les syndromes Osgood ou les syndromes fémoro-patellaires, toutes ces rencontres-là où on a les ensembles osseux qui évoluent plus vite que les ensembles musculaires. Il faut savoir que quand même, malgré cette évolution constante et cette situation sous-maximale en termes d'amplitude musculaire, on repose sur une assise bien plus intéressante que sur la période enfant, en quelque sorte. Il faut se dire qu'à ce moment-là, l'enfant, il est toujours aussi dans cette notion de développement morphologique, mais il est plus dans une phase de gain, on va dire staturopondéral, par exemple, chez les filles, ou musculaire chez les garçons par le volume ou par la force, mais il y a aussi cette notion de disproportion, cette notion de dissymétrie. Donc là, l'adolescent, en quelque sorte, il faut vraiment tenir compte d'une valeur très importante dans le schéma corporel, c'est qu'il y a le rejet. Il y a le rejet, il y a l'appréciation de ce schéma corporel. Donc, quand un garçon voit que son voisin a de la barbe en quelque sorte et que lui, il n'en a pas, ou ne serait-ce que sur les capacités physiques, l'élargissement musculaire, comme je vous ai dit, ou le volume, ou l'élargissement aussi des segments, une cage thoracique chez un enfant, chez un adolescent de 15 ans, complètement développée, et chez son voisin qui joue dans la même équipe, complètement réduite, peu de masse musculaire, ça va créer des différences au niveau des schémas corporels qui vont mettre l'adolescent dans une situation de rejet. Donc, dans l'approche du travail physique, ça, il faut vraiment en tenir compte. Parce que, comme tout à l'heure on disait, l'enfant, il était dans la situation où j'essaie, je fais l'erreur et je reprends mon essai. Il faut vraiment d'autant plus analyser à cette période-là et amener le travail, la quantification de la meilleure des manières, puisque, en gros, avec l'adolescent, on a très peu d'essais. Voilà, il faut se dire qu'il va essayer une fois. Si ça ne marche pas, il va essayer une deuxième fois et ensuite, voilà, stop, hein, il va arrêter à rébuffer. Il va se dire, je ne souhaite plus travailler sur cet axe-là, en quelque sorte. Donc, dans le schéma morphologique, il faut vraiment tenir compte de cette évolution qui est constante. On a toutes les pathologies qui commencent à s'installer liées au développement musculaire et osseux. On a donc la colonne vertébrale qui est en train de s'édifier et qui crée ces pathologies, on va dire, ces causes, qui va créer ces causes. Donc, on commence à découvrir les phénomènes de lordose ou de kyphose chez certains profils. Donc, là, on va dire, l'appréciation physique, l'appréciation du schéma corporel, elle est vraiment plus importante dans la phase observation. Il faut commencer à pré-individualiser le travail.
En pôle, c'est ce qui commence à être fait, ou par exemple, au niveau des sélections sur les équipes de France jeunes, on a des profils de priorité physique où un pivot doit faire cette taille. Un pivot doit avoir cette capacité musculaire et un pivot doit avoir cette capacité en quelque sorte osseuse. Moi, je ne suis pas forcément pour ces axes de priorité puisque ça pousse à se dire que l'adolescent qui a un schéma corporel, il va être soit un bon handballeur, soit pas handballeur du tout. Donc, il y a une sélection naturelle qui est déplaisante puisque ça veut dire que derrière, avec le travail, un enfant qui ne répond pas à ces axes prioritaires corporels, il ne pourra jamais faire du haut niveau. Donc, moi, ce que je veux vous dire à ce niveau-là, c'est prenez un ensemble et une observation de développement, de pré-individualisation pour orienter votre travail. Chez les garçons, déjà dans un premier temps, et chez les filles. On a, comme je vous ai dit, l'augmentation staturo-pondérale chez les filles, mais chez les garçons, on va avoir aussi, de manière positive, l'augmentation de la force. Donc, comment entraîner un groupe chez un garçon qui est complètement développé avec un volume musculaire, avec un certain seuil de force, et derrière, un ailier qui est tout frêle, par exemple, qui n'a pas de volume musculaire et qui n'a pas d'entraînabilité à la force. Donc, c'est à vous de mener la phase d'observation pour créer une planif d'entraînement plus appropriée. C'est une période un petit peu, si j'ose dire, un petit peu bâtarde, quoi. Hein. C'est compliqué dans le cadre de l'entraînement physique puisque on n'individualise pas pour créer une notion de performance, on individualise pour pouvoir mener des séances sur tous les axes de développement. L'augmentation de la force, il faut savoir qu'elle est intéressante à cet âge-là, mais on va quand même la garder, comme je disais, chez l'enfant, de manière spontanée. On ne va pas la développer. On va chercher à faire du renforcement musculaire, on va chercher à travailler sur des méthodes, à mener des approches de méthodes, et on va chercher aussi, tout comme sur la période de l'enfance, à gérer son effort sur des phénomènes plus compensatoires. C'est-à-dire commencer à créer, par exemple, de la répétition à poids de corps, commencer à créer de l'entraînabilité avec des charges additionnelles, légères, toujours, et chercher à créer plus une notion de maîtrise, de gestion du mouvement, contrairement à l'enfant où on était dans une phase d'apprentissage, pour qu'elle soit réutilisable à la performance. Donc ça, c'est vraiment les bases générales, on va dire, de l'adolescence. D'un point de vue fonctionnel, sur les seuils d'évolution, là, on peut commencer à travailler la notion de développement cardiovasculaire à proprement parler. Comme on disait tout à l'heure avec Paul, chez l'enfant, on ne va pas chercher à quantifier les capacités de la filière aérobie, on va chercher à simplement augmenter les volumes. Par contre, chez l'adolescent, on peut se dire, cet enfant a eu un meilleur développement sur la phase, par exemple, de l'enfance des filières aérobie, a une capacité lactique plus intéressante qu'un autre, et a une capacité de travail à lactique, donc sur les notions de sprint ou d'intermittent, comme on disait tout à l'heure avec Paul, plus intéressante qu'un autre enfant. Donc, on retrouve le même schéma que tout à l'heure avec l'individualisation, la pré-individualisation dès cet âge-là. Et justement, c'est là où on fait un petit peu la sélection du joueur qui va partir en pôle et du joueur qui va rester dans un cadre loisir ou amateur, en quelque sorte. Pour l'adolescent, d'un point de vue physiologique, donc d'un point de vue toujours fonctionnel sur l'entraînement, moi, je privilégie le travail lactique. Parce que si on est dans le cadre de l'entraîneur qui est dans un club et qui est à bas régime, donc sur des volumes de 2 séances par semaine, je ne sais pas, Anto, à cet âge-là, si tu peux me renseigner. Ça va dépendre. Les clubs, là, on est plutôt sur la partie loisir, donc ça va être normalement 2 entraînements. Oui. Et puis sur la partie performance, on sera au minimum à 3. Je pense qu'on ne dépasse pas les 4. Après, peut-être Paul peut réagir sur les joueurs qui sont à l'académie à Montpellier. Est-ce qu'ils sont à 5? Non, académie, c'est en CFDO, et sauf ceux du pôle qui en ont 4 et 5, c'est tout. Ouais, donc, et Baptiste à l'HBF, pareil, on a 3 ou à 2? 3. Ok. Clermont, on est à combien? On est à 2. À 2. Donc même Clermont qui
qui était un club de bon niveau sur les équipes de jeunes. Ils s'entraînent à 2. Après, il y a aussi beaucoup de problématiques de créneaux qui fait qu'on ne peut pas peut-être être à 3. Et du coup, est-ce que peut-être que dans l'avenir, ils auront envie d'organiser un troisième que physique, tu vois, par exemple, en extérieur, je ne sais pas. Mais l'idée, c'est peut-être. Voilà, généralement, ils sont à 2 à peu près. Et peut-être le MHB qui a un peu plus de créneaux est à 3 ou 4 maxi. D'accord. Alors, je demandais vraiment la fréquence d'entraînement parce qu'à ce niveau-là, chez l'adolescent, sur notre troisième, on va dire, maître mot, qui est la quantification, c'est à ce moment-là où, en quelque sorte, on va dire, la notion limitante du préparateur physique commence à s'employer. Donc, c'est la problématique que vous retrouverez en tant qu'entraîneur. Pour un préparateur physique, la notion numéro 1, ça va être le temps d'action, le temps de travail. Donc, un préparateur physique qui a 2 créneaux par semaine avec un sportif ou avec une équipe va forcément orienter son travail différemment que celui qui en a 4 ou 5. Donc, c'est ce qui va nous pousser ensuite vers la notion de performance à ce niveau-là. Pour revenir au travail fonctionnel, chez l'enfant, on développait les capacités aérobie. On pouvait développer aussi le travail de puissance maximale aérobie, mais très léger, puisqu'on a un seuil en gros d'intervention qui est limité à léger moyen. Par contre, à l'adolescence, on va commencer à travailler la puissance maximale aérobie, la notion de PMA, qui est très, très, très installée dans le handball et des fois à défaut. Mais on va aussi développer le travail lactique. Donc, pour revenir à Paul, ce que tu disais tout à l'heure, sur le travail intermittent, c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à l'installer. Et l'installer sous forme de travail, c'est-à-dire prendre des données sur des tests tels que le Luc Léger, par exemple, et chercher à développer le travail lactique. Moi, c'est vraiment, au niveau de l'adolescence, les 2 axes physiologiques, les 2 axes de développement cardiovasculaire, par la course ou par de la corde à sauter ou par travail sur appareil type tapis, sur vélo. C'est à cet âge-là, à cette période que je cherche à développer le travail lactique, pas avant. Pour le cas où j'ai 2 séances dans la semaine, forcément, je vais créer que des séances à travail intermittent, à travail de développement lactique. Pour le cas où j'ai 4-5 séances par semaine, comme sur exemple les groupes Paul, je vais continuer à améliorer mon travail de base que j'ai développé à l'enfance, c'est-à-dire mon travail de capacité aérobie. Je vais commencer à pousser un axe de travail vers le travail de puissance maximale aérobie, puisque j'ai le temps, et je vais aussi inclure des séances de travail lactique. Donc, ça va me permettre de travailler autour de 3 filières en quelque sorte, puisque j'ai cette notion de temps-là. Et c'est ce qui nous ramène un petit peu on va dire, à la précision du développement cardiovasculaire qui nous pousse soit vers la performance, soit vers le sportif qui n'a pas forcément beaucoup de fréquences d'entraînement pour développer ces qualités-là. Est-ce que c'est bon pour tout ce qui est fonctionnel, physiologique? N'hésitez pas à rebondir là-dessus, chez l'adolescent. Par rapport à ça, Karim, on voit souvent des intermittents, donc il y a 30-30, il y a 20-30, 10-20. Comment nous, entraîneurs, on peut arriver à savoir quel est le meilleur, à quel moment il faut faire du 30-30, à quel moment il faut faire du 20-10, à quel moment le temps de repos est inférieur au temps de travail ou vice-versa. Comment on peut savoir ça? Alors, dans une idée, on va rester sur une idée générale, puisqu'on était dans les caractéristiques selon les âges. Revenons à l'idée générale, à l'idée globale. Donc, sur la préparation physique, si on prend les 3 maîtres mots qui étaient observés, analysés et quantifiés, en préparation physique générale, on va se donner 2 curseurs. 2 curseurs qui vont nous donner un schéma de développement. Il faut se dire que la préparation physique, dans un premier temps, peu importe les catégories d'âge, au niveau de l'apprentissage, on va utiliser 2 méthodes. On va utiliser d'abord, dans un premier temps, la méthode qui est dite extensive. Donc là où on va commencer à travailler avec des gros volumes, ces volumes qui augmentent à une intensité très faible, voire moyenne. D'accord? Ça, c'est un petit peu à proprement parler chez l'enfant, ce qu'on a vu tout à l'heure, mais aussi en début de saison, lorsqu'on arrive mi-juillet et que les joueurs préparent une saison donc sur une préparation physique estivale, on est dans ce travail-là de méthode extensive où les volumes sont
très, très important. La qualité du travail, ou on va dire la précision du travail et l'intensité restent faibles. Ensuite, on va passer dans une autre phase qui va être la méthode intensive. Et là, ça va être complètement différent. Là, on va augmenter le travail de précision, ne serait-ce que peut-être technique. On pourra le revoir tout à l'heure sur les phases de préparation physique lors d'une planification. Mais dans cette méthode-là, on va vraiment chercher à augmenter les seuils d'intensité, mais à réduire les volumes, à bonifier le travail sur un instant beaucoup plus court. Est-ce que ça répond à ta question, Anto? Oui, globalement. Ouais. Dis-moi, ou sinon? Non, ça va. Ouais. Voilà, c'est vraiment de se dire que à quel moment je vais faire de l'aérobie du long, ça va être forcément dans ma période où j'emploie une méthode extensive en début de saison ou en reprise post-confinement. Par contre, lorsque je vais rentrer en période intensive, c'est là où je vais me rapprocher forcément de la compétition et avancer dans mon travail de préparation physique. Là, les intensités augmentent et les volumes vont réduire. Et ensuite, dans la logique de développement d'une préparation physique, par exemple, ben là, on va quitter la notion de développement et on va passer dans la notion d'affûtage, puisqu'on va se rapprocher au fur et à mesure de la compétition. Donc, il faut vraiment voir ça. Méthode extensive, méthode intensive, on augmente les intensités, on réduit les volumes, et ensuite, on bascule dans la période plutôt pré-compétitive avec la méthode de l'affûtage, comme on dit en France, ou le tapering qui va chercher à finaliser les qualités pour pouvoir être optimales à la compétition, à la reprise de la compétition. Okay. D'accord. Et pour revenir sur la notion de... Là, puisque la plupart des entraîneurs aujourd'hui, ils ont 2 séances, peut-être 3. Quand tu n'as que 2 séances que tu es entraîneur, ton objectif, c'est quand même avant tout de faire du handball et que ton équipe, elle progresse au handball. Est-ce qu'il vaut mieux prendre, du temps pour la physique? Ça va rejoindre un peu ce que tu viens de dire, mais est-ce qu'il vaut mieux faire peut-être 2 fois un quart d'heure ou 20 minutes, ou une grosse fois 1 heure et on reprend peut-être 2-3 séances après? Toi, qu'est-ce que tu préconises par rapport à ça? Est-ce qu'il vaut mieux faire une partie régulière? Mais mes préconisations, elles seront vraiment liées aux méthodes, comme je t'expliquais tout à l'heure. Non, plutôt aux méthodes, au choix des méthodes et à ma périodisation. On pourra le revoir tout à l'heure. Dans le cadre de la planification, je vais concrètement commencer par une préparation physique générale. Ensuite, je vais amener mon technico au fur et à mesure dans ma préparation physique qui va être davantage auxiliaire. Puis après, elle va être intégrée avec un travail beaucoup plus spécifique. En gros, pour se donner une image, en début de périodisation, en début de préparation physique, qu'elle soit estivale ou qu'elle soit là en reprise post-confinement, je vais forcément davantage travailler sur le physique. Et ensuite, je vais réduire le volume du physique justement pour apporter plus de technico. J'aime bien imager avec une pyramide que j'avais mis en salle, je crois, avec toi, Anto. On va se prendre un socle, une pyramide. La base de la pyramide, elle est très importante au niveau du développement physique. Au-dessus, on va commencer à travailler au niveau des qualités physiques à proprement parler des points faibles. Et ensuite, on va travailler au-dessus au niveau des qualités physiques à proprement parler au niveau des points forts pour se rapprocher de la compétition. Plus la pyramide rétrécit en montant vers le haut, plus sur les côtés, on va avoir une augmentation du travail technique. Voilà, c'est vraiment ça. Amener le handball progressivement. Après, je suis préparateur physique et pas entraîneur de handball. Donc, forcément, je vais, voilà, on va dire… et parce qu'il faut savoir qu'avec Karim, que ce soit en septembre ou en octobre ou en février, il vaut mieux plus faire de physique que de handball. Non, pas forcément. Du physique, enfin, il y en aura toujours à faire du physique. Ce que je veux dire par là, c'est que pour donner un ordre d'idée, on joue au handball. Lorsqu'on joue au handball, moi, mon rôle, en quelque sorte, je n'ai pas le rôle d'entraîneur technico. Moi, je vais avoir un rôle d'entraîneur physique. Donc, forcément, tout ce qui va se passer autour du ballon, ça va être un petit peu mon rôle d'un point de vue physique. Tout ce qui va se passer sur la vie et les actions liées au ballon, ça va être le rôle de l'entraîneur. Donc, moi, je pars du principe que pour mener un ballon à l'endroit où il doit aller, c'est l'individu qui va le faire. Et l'individu, ça passe par ses capacités physiques et ses capacités psychiques. Et ensuite, à ça,
s'intègre une bonne capacité technique, une vision du jeu qui va lui permettre d'être meilleur qu'un autre handballeur. Mais le socle physique, pour moi, il doit être propre et relatif à chacun. Voilà. Donc, pourquoi j'insiste sur le travail de préparation physique. Yes. Les interrogations? On n'a pas vu au niveau des qualités cognitives chez l'adolescent. Allez. Alors, on a vu vraiment au niveau physio, chez le développement de l'adolescent, avec l'augmentation, donc on a dit des qualités cardiovasculaires, on va pousser le travail vers de la puissance maximale aérobie ou du travail lactique tel que les intermittents. En revanche, au niveau des qualités donc qu'on a vu tout à l'heure morphomotrices, on va chercher toujours à développer l'équilibre. L'équilibre, cette fois-ci, on n'est pas comme tout à l'heure sur la section, enfin, sur les caractéristiques de l'enfant, où tous les enfants n'ont pas d'équilibre. Ça, c'est clair et net, on va se le dire, ils doivent tous le développer. Là, on est vraiment sur l'adolescent, c'est l'enfant qui aura développé son équilibre ou pas. Donc, les seuils, on va dire, d'équilibre, par exemple, ne serait-ce que d'équilibre, où je vous prends cet exemple-là en termes de qualité cognitive, mais on peut être sur de la coordination, sur du rythme, de la fréquence, de la dextérité, comme on a vu tout à l'heure. Là, les schémas ils vont être complètement différents d'un individu à l'autre dans votre groupe. Donc, continuez à insister sur ces qualités-là, continuez à travailler autour de l'instabilité motrice. Donc, elle est relative, comme je vous l'ai dit, elle est propre à chacun. Donc, à ce niveau-là, n'hésitez pas sur ces exercices-là à pousser l'enfant vers ses défauts, puisqu'on est dans cette période-là, à l'orienter sur le travail de l'amélioration des défauts. Et donc, pour le cas des défauts moteurs, en quelque sorte, sur l'acceptation, comme on a vu tout à l'heure sur la modification du schéma corporel, parce que c'est un gros problème à cet âge-là. Et aussi, on a un paramètre qui est la diminution du contrôle de soi. Donc là, l'enfant, il a une perception dans l'espace plus intéressante que l'adolescent, pardon, il a une perception dans l'espace plus intéressante que l'enfant, mais par contre, il a plus de contraintes. On a vu tout à l'heure sur le développement musculaire chez l'enfant que c'était une qualité naturelle et qu'il fallait quand même développer. Par contre, chez l'adolescent, c'est une qualité qui commence à être dégressive. La souplesse musculaire se réduit. Donc, encore plus que sur la période de l'enfant, il faut la développer, la travailler. Mais par contre, il faut prendre en compte qu'il y a une diminution du contrôle de soi, du contrôle de son schéma corporel, en plus du rejet. Donc ça, c'est très, très important dans le travail. Des qualités, on va dire, morphomotrices pour pouvoir amener vers un développement qui soit, comme je vous ai dit tout à l'heure, pré-individualisé chez l'adolescent. Voilà. Et en plus, derrière, chez l'adolescent, on a forcément aussi, on ne va pas rentrer dans ces caractéristiques-là, mais des caractéristiques comportementales, sociales, qui vont devenir incomber forcément le travail. Un adolescent, on sait que c'est beaucoup plus compliqué à maintenir à l'entraînement qu'un enfant. Okay. Voilà pour tout ce qui était qualité cognitives. Est-ce qu'il y a des retours par rapport à l'adolescent? On peut vite enchaîner sur l'adulte, parfait. Comme ça, on essaie de baliser le temps qui nous reste un petit peu. Est-ce que déjà, il y a des entraîneurs adultes? Est-ce que du coup, il y aura besoin de faire de l'adulte performance ou pas? Je crois pas. On peut basculer sur l'adulte normal, puis le jeune avec la planification et tout ça. Je pense que c'est hyper intéressant. Je te laisse enchaîner, Kaka. Tu souhaites basculer, tu m'as dit, pardon? Là, sur l'adulte classique, à moins que non, s'il n'y a même pas d'adulte, il n'y a pas d'entraîneur adulte? Non. On peut peut-être basculer. Adrien. Je ne sais pas si son nom marche, mais Adrien, il entraîne la N3. Alors, Adrien, ouais. Adrien, on peut basculer adulte alors. Quand même. Super. Bon, N3, c'est déjà quand même un certain niveau. Ouais, quand même, ouais. C'est pas mal, donc on est quand même, on s'oriente déjà vers de la performance, vers une notion de développement, contrairement à l'enfant ou à l'adolescent où on est sur une amélioration des qualités basales. On va chercher à développer chez l'adulte. Concrètement, on va essayer de travailler de la même manière. On va chercher toujours à avoir cette méthode extensive et cette méthode intensive chez l'adulte. Mais si tu es d'accord, Anto, peut-être profiter, si on n'a que chez l'adulte un entraîneur de N3, basculer déjà vers la notion de performance, de planification. Je pense que tu as raison, tout à fait. Comment appliquer ça, puisque je pense que ça va être des réponses. Enfin, pour un entraîneur de N3, je pense qu'il est déjà dans l'idée de planifier une nouvelle programmation pour une reprise.
Donc, pareil pour les jeunes, donc je pense que c'est plutôt pas mal de basculer direct sur la performance. Exactement. Au niveau de la performance, comment on amène les grands principes de la préparation physique ou du moins de la planification pour périodiser en gros, pour installer plutôt une période de travail et maintenir toute cette période pour qu'elle soit efficace. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé au niveau de la préparation physique des maîtres mots. On les garde toujours en ligne de mire. Ça va nous permettre de définir, on va dire, pas les grandes lignes, puisque les grandes lignes, ça resterait ces maîtres mots, pour définir, on va dire, les étapes de travail. Les étapes de travail, elles vont se résumer chez le préparateur physique, donc là, chez l'entraîneur qui a la double casquette et qui va mener sa préparation physique, comment disposer sur la table les éléments pour mener une programmation ou une planification jusqu'à son terme. Dans un premier temps, il va falloir définir sur le facteur observation la progression. Ce qu'on disait tout à l'heure sur exemple sur un exercice de handball avec, j'ai plus son prénom, c'était Paul. Oui, je crois. Pourquoi passer exemple sur du 2 contre 2 de 3, 4 à 6 minutes? C'est justement ça. On va définir la progression, on va définir dans la durée et l'intensité les volumes de travail. Ça, c'est le point numéro 1 lorsqu'on va créer une planification pour une période de travail. Ensuite, après avoir défini la marge de progression de son groupe, en quelque sorte, ou de son sportif, on va créer des périodes. Donc, c'est ce qu'on appelle la périodisation. Là, on va définir ensemble, si vous préférez, attendez une petite seconde, on va définir ensemble, au-delà des volumes, on va se dire, qu'est-ce qu'on va faire à cette période? Qu'est-ce qu'on va faire à cette période? On va tenir compte de l'alternance des phases de travail et des phases de repos. On prend l'exemple au 15 juillet, mon équipe arrive, donc on va faire du lundi au vendredi un certain travail sur le volume. On pourra voir après, dans le cadre de la préparation physique générale, comment on va mener cette semaine-là. Mais on va définir les 5 jours de travail, les 2 jours de repos. Et on va gérer ce facteur-là par la périodisation. Donc définir sur chaque phase, sur chaque cycle, le travail et le repos. Ensuite, on va prendre des données. Donc, c'est là où rentrent les phases de test. Ces données, elles vont nous servir à déjà exprimer une valeur de travail qui va nous permettre de basculer dans l'analyse sur les maîtres mots pour pouvoir quantifier par la suite notre travail. Ces données, elles vont nous donner, exemple, le pourcentage de travail, la RM3, la RM6 ou la RM10 d'un joueur de handball. J'arrive sur le terme RM, répétition maximale sur un exercice, par exemple, chez l'adulte, au squat ou au développé couché. Ce pourcentage de travail va être réutilisable pour pouvoir créer des séances. Il va nous permettre de le quantifier pour éviter derrière de tomber dans le phénomène de surentraînement, ce qu'on appelle souvent dans le jargon sportif le surentraînement, qui est nous, chez les préparateurs physiques, le phénomène de surcompensation. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous prenez un enfant, vous faites courir aujourd'hui 35 minutes, demain ça sera 45 minutes, on va avoir une adaptation du seuil d'entraînabilité. Ce seuil, il va augmenter, arrive à un moment donné où il va trouver un seuil de saturation, et là, on tombe dans le phénomène de surcompensation. Donc, le surentraînement. Après ce point où j'ai analysé comment ne pas tomber dans mon phénomène de surcompensation, derrière, je vais amener les spécificités de l'activité. Je vais amener donc, pour le handball, le niveau, déjà dans un premier temps. Je vais amener aussi les contraintes liées au niveau. Je vais amener mon équipe à développer sur un petit peu plus ses points faibles et ses points forts. Et je vais commencer à installer, vraiment sortir de mon cadre analyse, en étant beaucoup plus précis dans ce paramètre-là, sur des facteurs d'analyse interne et des facteurs d'analyse externe. Je vais y revenir sur les facteurs d'analyse interne et externe, mais à mon sens, c'est ce que je disais à Anto ce matin, quand on n'a pas analysé d'un point de vue interne et externe, on ne peut pas mener des séances de spécifiques. Voilà. Ça n'engage que moi, ce discours, mais je pars du principe que si on n'a pas une analyse intrinsèque, une analyse extrinsèque de notre activité, on ne peut pas voir une vidéo sur un ailier qui part sur une chaise, par exemple, où on va lui remettre un ballon, il va nous faire un transfert de force, parce qu'on ne sait pas comment on va pouvoir l'utiliser, la quantifier et la réutiliser sans tomber dans le phénomène de surentraînement.
Donc, quand je vois des spécifiques début août, c'est très compliqué. J'arrive pas à le comprendre. Pour revenir tout à l'heure avec ce qu'on disait autour de la question de Paul, c'est une qualité fine, c'est une qualité spécifique. Donc, on va utiliser l'analyse intrinsèque et l'analyse extrinsèque, interne et externe, pour quantifier le travail spécifique. On est bon là-dessus? Anto? Yes, donc ça veut dire que toi, là, la semaine prochaine, alors pas Adrien parce que du coup il n'a pas le droit, mais il va reprendre le 20 janvier. Lui, qu'est-ce qu'il va, il va commencer par quoi? Est-ce qu'il faut qu'il fasse de suite ses tests? Est-ce qu'il va reprendre tranquillement parce que du coup les épaules sont fragiles, les articulations sont fragiles? Toi, tu lui conseilles de commencer par quoi du coup? Alors, là, je t'ai donné comment on va chercher à mener, à prendre en charge une planification. Oui. Après, sur les contenus, on pourra revoir un petit peu, par exemple, sur l'exemple de l'épaule, pourquoi mettre un travail préventif et pas un travail de développement. Ça, on expliquera plus tout à l'heure. Dans le cadre d'Adrien pour la N3, c'est vraiment de se dire, ben, ma marge de progression, il connaît son groupe, mais elle va être complètement différente vu la phase de repos qu'il y a eu avec le confinement. À partir de là, quand il aura défini la marge de progression, il va basculer sur le point suivant. Je ne sais pas, vous reprenez en France le combien? Tu m'as dit? On reprend la semaine prochaine pour les jeunes. Et alors, pour la N3? Le 20 janvier, normalement. Voilà, le 20 janvier, il va se dire, ben là, je vais passer sur mon point second, c'est-à-dire périodiser entre le 20 janvier et la phase de reprise du championnat, là où je vais devoir être efficient. Donc début là, on va février, la date de reprise du championnat. Comment? Début février, la date de reprise du championnat. Début février. Donc, alors, en gros, du 20 janvier jusqu'au. Bon, là, ça va faire très, très court. Malheureusement, je trouve ça très bizarre de ne pas laisser une phase d'athlétisation après une période de repos. Mais voilà, là, il va périodiser entre le 20 janvier et début février en se disant, ben voilà, ça c'est mon point de périodisation. J'ai ce temps de travail pour soit développer, soit retrouver une certaine efficience de mon groupe. Ensuite, il va basculer derrière dans le phénomène de test, où il va calculer en gros la limitation à la surcompensation, c'est-à-dire ne pas tomber dans le surentraînement, d'accord? Et ensuite, derrière, il va mettre de la spécificité dans son travail en arrivant vers la fin janvier et début février. Ça va être très, très court pour lui, mais ramener du spécifique et ramener peut-être son projet de jeu ou son travail technico sur cette période-là. Ok. C'est bon pour toi? Sur ces, Adrien, points-là. n'hésite pas à envoyer un petit message sur la conversation. Du coup, si tu n'as pas de micro, n'hésite pas. Ben du coup, il lève la main. Petit message, Adrien. Vas-y. Oui, Adrien, je t'écoute. Vous m'entendez? Oui. Oui, ça va. Donc, je vais peut-être parler un peu plus du groupe. Donc, moi, ils sont pas totalement en inactivité, en fait, dans mon groupe. On va courir au moins 2 fois par semaine, je leur demande. Donc, on a sectorisé Montpellier Centre, Montpellier Nord et Montpellier Sud. Donc, ils vont courir. Après, ils ont des boulots un peu où ils sont toujours en activité, donc ils se préparent toujours. Ils font de la musculation de leur côté. Donc, pour moi, le 20 janvier, ils vont être prêts physiquement, en fait. D'accord. Donc, ça a été ta commande auprès de tes joueurs d'être prêts au 20 janvier. Et comme ça, après, nous, ce qu'on fait dans les entraînements, donc on a toujours au moins une séance de prépa physique. On fait au moins une demi-heure, 3/4 d'heure de renforcement musculaire avec le peu de matos qu'on a au club, mais on en fait quand même. Donc, plus de l'entretien pour éviter les blessures surtout, que vraiment travailler sur la performance. D'accord. Et du coup, là, sur la période, donc tu me dis, ils ne sont pas en totale inactivité. Ils font de la musculation, de la course. C'est mené par un préparateur physique, par exemple, par un plan d'entraînement. C'est des séances proposées ou c'est eux-mêmes qui définissent leurs entraînements? Je leur propose des séances. D'accord. Alors, dans ton cas, par exemple, déjà, au vu du temps que tu as entre la phase de reprise où tu atteins une efficience directe de tes joueurs et la phase de reprise compétitive, voilà, c'est très, très short. Donc, sans forcément tomber dans tout ce qui est les étapes de planification, tu as déjà dans un premier temps défini le niveau de ton groupe que tu connais déjà pré-confinement, avant le confinement.
tu as en quelque sorte périodisé, peut-être au vu des événements sanitaires, une période de travail où tu t'es dit, au 20 janvier, maintenant que tu as une date, mon groupe doit être efficient. Donc, tu as déjà fait les 2 premiers points en quelque sorte. Et ensuite, tu as dit, lorsque j'ai réalisé des séances pour les donner à mes joueurs, j'ai maintenu, mais par rapport aux données que j'avais déjà avant le confinement, la charge de travail pour éviter de tomber dans un phénomène de surcompensation. Après, je ne sais pas, je ne connais pas l'investissement de tes joueurs, mais peut-être que tu vas avoir des joueurs qui vont faire et ta séance de muscu que tu vas leur proposer, et à côté, ils vont faire 2-3 séances de muscu en plus. Donc, ils vont avoir un investissement total, voire peut-être exagéré, et tomber dans le phénomène de surcompensation. Ou peut-être que tu vas avoir des joueurs qui vont juste respecter et faire très très peu ou pas faire du tout tes séances. Donc, quand même, au 20 janvier, je conseille de reprendre quand même une phase d'observation et de voir la marge de progression qui te reste entre le 20 janvier et début février pour pouvoir être complètement prêt sur la phase compétitive. Donc, oui, après, pour rebondir sur ça, c'est vrai que moi, maintenant, avec tout ce qui est montre GPS, on peut, il y a un tracé, en fait, on peut savoir voilà, qui est plus, Oui. Maintenant, l'équipement nous permet de mener et de suivre les séances de nos sportifs. Moi, j'ai des sportifs en France qui sont suivis. Enfin, ils vont faire leur course et puis j'ai les données qui viennent sur le téléphone à 2500 km. Donc, c'est l'avantage maintenant d'avoir des outils à disposition qui nous permettent de gérer les entraînements et donc pour toi de gérer la progression, la durée, l'intensité de l'entraînement de tes joueurs pour pouvoir sauter cette étape lorsque tu vas les retrouver et de périodiser cette courte phase pour pouvoir reprendre au plus tôt la compétition. Ouais. Après, là, pour tout ce qui est musculation du haut du corps, quand on peut demander, hein, enfin, haut du corps ou bas du corps, ça, par contre, j'ai moins de traçabilité, en fait. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont très investis dans ça, et c'est un peu leur leitmotiv, hein, ils en font régulièrement et tout, donc pas de souci. Après, oui, j'ai 2-3 éléments où je redoute un petit peu au 20 janvier qu'il ne sera pas prêt, quoi. Et je redoute surtout le risque de blessure, même si c'est une vraie prépa physique. Moi, j'ai recommencé en juillet, j'ai quand même une bonne prépa physique, hein, on est allé vraiment progressivement et tout. On a quand même eu pas mal de blessés sur la phase de septembre. C'est assez problématique pour moi, ces phases de confinement, no handball, surtout sur la reprise, en fait. Alors, j'ai pas tout entendu, du moins tout compris. Ouais. Si, en fait, il a dit qu'il a un peu peur parce que au niveau de la prépa physique, il n'a pas de la musculation, il n'a pas vraiment de traçabilité sur ceux qui le font, ceux qui le font pas. Même s'il y en a certains qui sont pas mal motivés, il redoute un peu le retour au 20 janvier, les blessures, etc. Parce qu'en septembre, il a quand même fait une belle prépa physique en août. Mais en septembre, il a quand même eu quelques bobos, certainement dû au confinement de mars. Et du coup, il redoute un peu cette période-là. Mais d'où le fait peut-être, Adrien, du coup, de vraiment écouter Karim sur la partie réutiliser une période. Tant pis si tu fais un peu moins de handball, mais réutiliser une période de test et d'analyse pour savoir qui a fait quoi et où en est ton groupe, et d'utiliser peut-être une bonne partie pour faire aussi travail de prévention des blessures, etc. Peut-être. Je ne sais pas si Karim peut dire mieux que moi. Oui, après, voilà, là, tu tombes un petit peu, comme je te disais tout à l'heure, Adrien, dans la problématique du préparateur physique, c'est le temps, quoi. Une seconde, c'est une seconde, une séance, c'est une séance. Anto peut te le dire, si je pouvais gratter 10-15 minutes sur chaque séance, je le faisais dès que j'en avais la possibilité, puisque on est complètement limité par la notion de temps. Et là, tu arrives dans cette problématique entre le 20 janvier et début février. Quoi faire? Est-ce que je débute par du travail technico ou est-ce que je vais utiliser cette période pour un nouveau développement physique? Est-ce que le préventif va être utile pour éviter la reprise peut-être trop prononcée de la compétition? C'est un petit peu les questions que tu vas te poser et c'est pour ça que je vais essayer de t'amener un maximum de grands principes liés à la planification pour que tu puisses, toi, au mieux gérer cette période. Mais je t'avoue qu'elle est très, très courte et que ta problématique est très embêtante. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je ne comprenais pas trop qu'on ne vous laisse pas une phase
enfin de réathlétisation en quelque sorte avant la compétition, puisque c'est là où je pense, enfin, ou même toi, ce que tu as pu retenir de la période de confinement précédente, que tu as eu beaucoup de blessures en septembre, puisque peut-être tu as œuvré sur ta préparation physique estivale de la même manière que les années précédentes où on n'avait pas eu cette pause. Et donc, forcément, tu as eu des réponses du corps ou des alertes du corps ou des alertes, on va dire, des traumas, pardon, qui étaient inhabituels comparés aux préparations estivales que tu menais sur les années précédentes. On a repris 15 jours plus tôt et j'ai essayé de reprendre vraiment très progressivement, vraiment avoir vraiment ces 15 jours où j'amenais le groupe justement pour pouvoir revenir sur une physique assez consistante par la suite. D'accord. Ouais. Mais après, voilà, c'est vraiment, c'est juste, c'est toute la, on va dire, toute la complexité de gérer une période et de pouvoir périodiser dessus. Nous, dans le handball, dans le cas échéant où on travaille sur une saison, par exemple, on a certains sports où on travaille sur des cycles olympiques. Donc, justement, en fonction de la période, comment gérer une optimisation, enfin un développement, une optimisation, un maintien et après une période, on va dire, d'affûtage pour être rentable à la compétition. C'est un petit peu le rôle du préparateur physique. On ne prépare pas voilà, un joueur de handball comme on prépare un judoka qui a plusieurs compétitions sur une année et avec un cycle majeur tous les 4 ans pour aller travailler avec son préparateur physique sur une phase olympique, alors que dans le handball, chaque joueur travaille dans son club et ensuite se retrouve sur une période olympique où justement la problématique du préparateur physique, c'est un petit peu la tienne, où il a 12-15 jours de préparation avec une sélection. Donc je vais essayer de t'apporter un maximum d'éléments là-dessus pour que tu puisses gérer. Est-ce que ça va à tout le monde? On conclut avec, parce que normalement il nous reste 1 minute, évidemment on va pas laisser, on conclut sur la planification. Allez. Alors, pour poursuivre sur la vision d'ensemble, on s'était arrêté à la spécificité, après avoir vu la progression, la périodisation, la surcharge, la surcompensation. On a parlé un petit peu donc de spécificité, ce qui va nous mener vers la préparation physique spécifique. Une fois qu'on a fait cette analyse donc interne et externe, je vais vous faire un petit retour là-dessus. Ces résultats d'analyse interne et externe vont nous pousser vers l'individualisation du travail, donc vers l'individualisation du joueur, mais aussi du groupe, vers quoi je vais tendre sur mes séances pour pouvoir amener des contenus qui vont être utiles à ma préparation physique ou à ma préparation de groupe, tout simplement. Derrière ce point-là, derrière l'individualisation, ça va nous donner une manière de gérer nos contenus, de gérer donc la variété des séances, de gérer, comme on a vu tout à l'heure avec l'adolescent et l'enfant, la concentration. Donc chez l'adolescent de performance, c'est exactement la même chose. Souvent, en plus, les joueurs sont en internat ensemble, donc sur le terrain, ils poursuivent leur vie un petit peu d'internat. Donc comment mener la concentration sur les séances? Tous ces paramètres-là, ça va venir au niveau de la variété. Comment je vais choisir pour optimiser au mieux les qualités physiques et psychiques de mon joueur, comment je vais mener les contenus de mes séances. Il y a des jours où ça va être plus intéressant de faire du ludique, des jours où ça va être plus intéressant de faire du tactique, des jours où ça va être plus intéressant de faire du physique, par exemple. Tout ça, ça va nous amener à un seuil d'entraînabilité, et ce seuil d'entraînabilité, on va chercher à le compenser à chaque fois, et c'est vraiment le corps de la préparation physique. On est bon pour tous ces points. On va essayer de les résumer ensemble maintenant. Une fois que j'ai observé, que j'ai analysé, que j'ai quantifié, je me donne plusieurs étapes. Je vous les rappelle, la progression. Ensuite, derrière, on va basculer sur la progression. On va chercher à travailler sur la périodisation, me dire j'ai ce temps d'action, comment je vais le gérer pour être le plus rentable possible. Derrière, on va utiliser la phase de test qui va nous définir la surcharge. La surcharge, je vous rappelle, c'est le pourcentage de travail. Ensuite, derrière, on va basculer comment utiliser ce pourcentage de travail pour mener et gérer au mieux le facteur de surcompensation, donc le surentraînement. Et ensuite, dans ce facteur de surcompensation, je vais définir la spécificité de mon entraînement et y intégrer le technico. Donc, c'est là où les séances entre le préparateur physique et l'entraîneur se corrèlent davantage. Ensuite, derrière ça,
Ces séances vont nous découler d'un travail d'individualisation, donc au vu de l'analyse et des données qu'on aura récupérées. Et derrière l'individualisation, on va chercher à varier l'entraînement du sportif. Une fois qu'on aura varié l'entraînement du sportif, on a un seuil d'entraînabilité qu'on va chercher à compenser au fur et à mesure. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, la vue d'ensemble de la préparation physique. On ne va pas rentrer dans comment décomposer une préparation physique générale, c'est-à-dire la notion de séance, de cycle, de macro-cycle. Ça ne va pas être utile. On va se définir des périodes, on va dire glossaires sur la préparation physique. Vous avez tous entendu parler, je pense, de préparation physique générale, de préparation physique intégrée, de préparation physique auxiliaire. Si on peut en profiter aujourd'hui pour mettre un petit peu les termes à leur place, souvent on confond préparation physique, par exemple générale, intégrée, auxiliaire, avec de la préparation physique associée et dissociée. C'est deux modes de fonctionnement différents. C'est-à-dire la préparation physique générale, auxiliaire et intégrée, ce sont des contenus. C'est ce qu'on va mettre à une certaine période pour développer le métabolisme. En revanche, la préparation physique associée, dissociée ou intégrée, c'est la manière dont on va aborder les choses. C'est tout simple. Dissocier, l'entraîneur travaille de son côté, le sportif travaille chez lui avec ou son préparateur physique. Les séances ne sont pas corrélées. Le sportif fait de la musculation chez lui, il est inscrit dans une salle de sport par exemple, ou à son domicile, il fait de la musculation. C'est lui qui développe et qui quantifie son travail. Il a défini toutes les phases qu'on a vues ensemble par lui-même, par son expérience. L'entraîneur n'est pas informé de ce travail-là. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Adrien. Il y a des gars qui vont faire plus de travail, il y a des gars qui vont faire moins. C'est difficile, exemple en musculation, de quantifier ça. Le travail dit associé, c'est le travail qu'on réalise, exemple, avec mon entraîneur, où on va chercher à associer le travail physique, ou par exemple sur une alternance. Lundi, on est en physique, lundi après-midi, on est en handball, mardi matin, on est en physique, mardi après-midi, on est en handball, et ainsi de suite. Là, j'ai associé mon travail. C'est une manière de faire. Et ensuite, j'ai aussi une notion de préparation physique intégrée. Et là, par contre, on ne parle pas que de contenu, on parle aussi de manière. C'est de manière où je vais intégrer mes qualités, mes sollicitations spécifiques à l'activité dans mon entraînement. C'est-à-dire, on va faire et de la muscu sur le terrain et du handball de suite avec cette notion de transfert. Donc ça, c'est très, très important d'avoir l'idée de se dire qu'on a le dissocié, l'associé et l'intégré, ce sont des manières de faire. Ensuite, sur la périodisation, on a des périodes qui nous créent des contenus et on débute par le premier contenu, c'est la préparation physique générale. Sur la préparation physique générale, là, on revient sur la notion de temps. Elle peut être, à l'image d'Adrien, en 2 semaines, tu n'auras pas le temps de faire un cycle de préparation physique générale, malgré que ton objectif, ça va être de généraliser les qualités physiques de tous tes joueurs. Nous, en préparation physique générale, pour vous donner un ordre d'idée sur une saison, on va dire, normale, sans Covid, sans confinement, à partir du 15 juillet jusqu'à fin août, on est à peu près sur cette période-là qui est de 3-4 semaines de préparation physique générale. Mon but, c'est de passer sur cette phase d'observation, d'effectuer mes phases de test, de périodisation, de prendre un seuil, en gros, d'efficience de mes joueurs ou de mes joueuses et de me dire qu'il faut que je mette tout le groupe au même niveau. Donc ça va passer par du renforcement musculaire, ça va passer par des notions de volume comme on a vu tout à l'heure sur la méthode extensive. Donc on a des gros volumes de préparation physique et des petits volumes de handball, où on peut avoir des gros volumes dans la préparation physique mais avec des petites intensités. Et ensuite, on va chercher à sortir de ce cycle-là, donc sur ces 4 semaines de préparation physique générale, pour basculer ensuite vers de la méthode intensive. Nous, la préparation physique générale, on prend le handball, on a la chance de pouvoir l'installer. Contrairement au football, où elle est vraiment très très courte, à l'image d'Adrien. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais reprendre le calendrier, je vais prendre les attentes de mon coach sur les matchs amicaux, et ce qui va me ramener à la phase de périodisation, comme je vous avais dit tout à l'heure, de tenir compte de la phase d'effort, en gros de travailler sur l'adaptabilité entre la phase d'effort, de travail, et la phase de repos.
Donc, je vais chercher à maintenir un seuil d'entraînement sur cette période-là pour que mon joueur accepte en quelque sorte l'athlétisation générale sur ces 3-4 semaines. C'est bon pour vous au niveau de la préparation physique générale? Des questions peut-être là-dessus? On est bon pour tout le monde? Ok. On est bon pour tout le monde. Donc, pour sortir de cette période-là, 3-4 semaines de travail, je monte le seuil général et musculaire et cardiovasculaire de mon groupe. 3-4 semaines de boulot, très très intensive en termes de volume, d'accord, pas en termes d'intensité. À la fin, j'ai une phase de repos. J'utilise cette phase de repos soit le week-end, soit sur un groupe pro, par exemple, sur un stage de cohésion, sur une semaine à la montagne, par exemple. Donc, travail, repos. Ensuite, ça me permet de basculer derrière sur une période qu'on appelle, nous, la PPA, c'est-à-dire une préparation physique auxiliaire, où là, on va commencer à se rapprocher de la méthode intensive. Elle dure selon, après c'est complètement aléatoire, hein, comme je vous ai dit, en fonction de votre groupe, si vous avez des adolescents dans votre groupe, la notion de temps aussi que vous avez pour vous préparer, mais elle va durer entre 13 et 20 jours, cette période. Cette période, elle va nous permettre de créer une phase de travail et une phase de repos relatif. Donc là, on va augmenter dans les intensités, on va réduire les volumes, se rapprocher de l'intensif, et on va commencer à intégrer le travail de compensatoire. C'est-à-dire, on n'est plus sur du renforcement musculaire général où on va faire en gros des circuits training, où on va sortir du 30-30. Là, on va aller en salle de musculation, on va récupérer les données et on va chercher une phase de développement. C'est bon pour tout le monde là-dessus. Je vais revenir un petit peu en détail sur ce que vous pouvez faire et l'implémentation. Et ensuite, après ces 15-20 jours de travail, je vais rentrer dans ma phase de préparation physique spécifique. Donc là, ma phase de préparation spécifique, elle commence à se caler au modèle compétitif, c'est-à-dire du lundi au vendredi, et encore du lundi au jeudi, on s'entraîne, le vendredi, on est en déplacement, le samedi, il faut être performant. Donc là, pour revenir sur l'adaptabilité effort, repos, j'entraîne les organismes à être dans l'effort du lundi au jeudi, d'obtenir une phase de repos, d'être très performant le samedi et de retrouver une phase de repos le dimanche. Et ça va être cyclique sur ma saison. C'est OK pour tout le monde sur cette phase-là, sur la préparation spécifique? Yes. Yes, super. Tout le monde? OK. C'est OK là-dessus? Donc, pour revenir à la préparation physique générale, l'idée numéro 1, c'est le volume. Voilà, gardez en tête que ce soit le travail cardiovasculaire ou que ce soit le travail musculaire, ça va être l'idée extensive. Volume, intensité basse et travail répétitif. Je recrée des automatismes. J'en profite pour revenir sur les fondamentaux. Je vous avais dit tout à l'heure en bas de la pyramide, la notion fondamentale numéro 1, c'est le mouvement. Donc, comment je vais conduire mes séances? Je vous donne par exemple une séance, je vais prendre 15-20 minutes à revenir sur mes socles articulaires par exemple. Sur mes warm-up, je vais beaucoup travailler et développer la mobilité articulaire. Je vais beaucoup travailler la notion de segmentation, la notion d'alignement, les fondamentaux appui, les fondamentaux course. Donc, 15-20 minutes de mobilité articulaire et je prends le temps de faire à peu près 15-20 minutes de travail de gamme, de travail de pied, de tout ce qui est fondamentaux, course ou appui qui vont me permettre d'avoir un socle intéressant pour basculer derrière en PPA dans un travail un peu plus technique avec des bases solides. Au niveau cardiovasculaire, la base, tout à l'heure ce qu'on se disait Paul, c'est vraiment l'aérobie. L'aérobie, je vais débuter 70 à 75% de ma VMA. Voilà. Je vais me donner ce socle-là. Lundi, reprise, mi-juillet, séance à 70% de la VMA. Le mercredi ou le jeudi qui arrive, je vais faire une séance à 75% de la VMA. Toujours ce travail d'aérobie. Et ainsi de suite, je vais augmenter l'intensité au fur et à mesure. À cette période-là, je peux travailler aussi sur des séances. J'aime bien moi le faire, c'est utiliser des séances de fartlek, de laisser travailler ces notions de vitesse aléatoire, puisque on travaille la filière aérobie, donc comme je te disais tout à l'heure, Paul, le réservoir. Mon réservoir, c'est un petit peu la filière dominante de mon travail.
mais je travaille ce réservoir au service des qualités courtes de vitesse, comme on a dit tout à l'heure, d'explosivité sur un terrain de handball ou de qualité intermittente. Donc, il ne faut pas hésiter à les intégrer, surtout quand on n'a pas beaucoup de temps. Donc, faire de la course aérobie et de temps en temps, au milieu d'une course d'aérobie de 30-40 minutes, on voit un poteau, on voit un repère, allez, on se fait un sprint jusqu'à là-bas. Et donc, ça va ramener la capacité de récupération grâce à la filière aérobie pour développer ce genre d'effort. Ça, c'est mes axes de développement en PPG. Voilà. Vraiment, je reste très, très basique là-dessus, puisque, comme je vous ai dit, on n'a pas forcément le temps de développer. On n'est pas sur des séances de 3-4 heures en préparation physique. Et ensuite, j'oriente mon travail musculaire sur, au-delà du renforcement musculaire, je vais chercher à créer de l'entraînabilité, tout simplement. Pousser le muscle à avoir un seuil de tolérance plus intéressant. Donc, je vous ai dit par des circuits training alternés, du 30-30, ça ira parfaitement. En poids de corps, ça ira parfaitement. Sur des exercices de gainage dynamique, même s'ils sont un petit peu spécifiques en préparation physique générale, n'hésitez pas, s'ils sont un peu plus liés au handball. Voilà, je reste sur du travail de 4 à 5 séries pour ne pas tomber très très vite dès les premières semaines dans un phénomène de surentraînement parce que ça serait vraiment bête. Et je laisse une belle récup quand même. Je travaille sur 1 minute 30, 2 minutes de récup. Est-ce que c'est bon pour vous au niveau de la préparation physique générale? Tout le monde a saisi, que ce soit sur la partie aérobie, que ce soit sur la partie renforcement. Cool. C'est bon pour tout le monde? Allez. Une fois que je suis sorti de ce socle de préparation physique générale, mon idée, c'est d'avoir une allure progressive vers le travail donc, de préparation physique auxiliaire. Donc, la transition, elle se fait par un travail progressif de la filière aérobie. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on était sur une notion capacitaire. Là, on va se pousser vers une notion de puissance. Les séances aérobie, elles vont tourner aux alentours de 90-95%, voire plus. On peut aller jusqu'à 105% de la VMA. On aura peut-être l'occasion de remettre en place une visio pour savoir comment, jusqu'à quel seuil pousser les qualités cardiovasculaires. Puisque souvent, on se dit que si on fait une grosse séance lundi, il ne faut pas faire de grosses séances de la semaine, alors que les délais de réitération sont vraiment plus courts qu'on le pense. Et je vais me rapprocher donc des efforts intermittents courts. Je vais chercher à améliorer dans ces efforts d'intermittents courts les qualités d'exécution, les qualités d'appui, de réorientation des appuis, de reprise d'appui, les qualités de vitesse, d'un point de vue moteur, d'un point de vue déplacement. Ça va me permettre d'améliorer le travail que j'ai déjà effectué en PPG sur le travail de gamme, d'alignement, de segmentation ou le travail de pied, de le garder toujours en activité, de continuer ce développement et de progressivement augmenter la notion de répétition, de pourcentage, pour pouvoir basculer vers la préparation physique auxiliaire. Donc, pour répondre à la question que tu disais tout à l'heure, c'est à ce moment-là, Anto, qu'on se dit, en PPG, je vais faire des séances longues, des séances avec du volume. Et c'est à ce moment-là où je crée la transition vers la période donc, de PPG 2, on va dire fin de PPG vers PPA, où je vais commencer à instaurer des exercices intermittents type 30-30. C'est la même chose. On améliore le seuil de répétition. On améliore donc le pourcentage de travail en choisissant le délai d'intervention de nos blocs. On va débuter par du 30-30. Ensuite, on va chercher, même pas, moi, si tu as le temps, débute par du 50-10, quoi. Vraiment, profites-en. Tu débutes par du 50-10, ensuite du 45-15, ensuite tu bascules vers du 30-30, mais là, la récupération elle va être trop importante puisque le 45-15, on récupère beaucoup moins. Donc, tu commences à basculer vers du 30-15 et ainsi de suite. Et ensuite, tu réduis. Du 30-15, je passe au 15-15 et ensuite, je passe sur du 15-10 et ensuite du 5-10. On peut vraiment, en fonction de l'analyse qu'on aura faite et du projet de jeu et du championnat et des qualités de mon groupe, définir en gros mon travail intermittent, mon travail cardiovasculaire de la manière dont je souhaite amener la progression de mon groupe. On est bon là-dessus? Au niveau de la transition vers la PP, en gros de la PPG vers la PPA? Yes. Yes. Quand je rentre en PPA, au niveau des qualités de course, je vais
forcément me ramener vers des exercices de court. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut intégrer les qualités de vitesse. La vitesse, c'est exactement la même chose. J'augmente de manière progressive et mon pourcentage de répétition et mon pourcentage d'intensité. Je vais développer d'abord les reprises d'appui, les prises d'appui sur des vitesses courtes, sur du 5 mètres. Et ensuite, plus j'avance dans le temps sur ma période donc, de PPA, plus je vais passer sur du 10 mètres, plus je vais passer sur du 15 mètres. Et ensuite, je vais augmenter la répétition sur des distances plus importantes. Ça, c'est pour les qualités de course. Sinon, dans mon travail, je reste toujours sur de la puissance maximale aérobie, je reste toujours sur du travail de développement lactique. Et justement, comme je vais arriver sur des vitesses très, très courtes avec une phase d'efficacité très rapide, forcément, je vais plonger dans mon travail qui est dit à lactique. OK ? Pour les efforts en musculation, le travail va être tout aussi progressif. Si on a le temps, je privilégie les régimes musculaires progressifs. C'est-à-dire, je vais d'abord, dans un premier temps, développer l'entraînement musculaire autour de la contraction isométrique, dite statique. Ensuite, je vais travailler autour des efforts répétés. Et ensuite, derrière, je vais commencer à mener des efforts répétés, plus courts en termes de répétition, et je vais augmenter la charge de travail. Et ainsi, ça pourra me permettre de me ramener vers du travail qui va arriver en PPS, vers du travail de force, du pourcentage de force, pour pouvoir conduire des séances de puissance ou des séances de force pour améliorer mes profils force-vitesse. Je vous ai dit que sur les warm-up et sur les routines en quelque sorte, je privilégiais 15 minutes de mobilité articulaire et 15 minutes de travail de gamme. Ce temps-là, je ne l'utilise plus trop pour ça, à cette période-là. Lorsque j'arrive en PPA, je commence déjà à orienter les débuts de séance vers des routines individualisées. C'est-à-dire un joueur qui a une pathologie épaule, je préfère qu'au lieu qu'il fasse de la mobilité générale, il prenne 15 minutes à faire sa routine, son warm-up sur son protocole lié à sa pathologie. Donc à peu près 15 minutes là-dessus. Les autres 15 minutes, je ne vais plus rester sur les fondamentaux de travail de pied ou d'appui ou des gammes athlétiques. Je vais réduire ce travail-là et je vais chercher à utiliser ce temps, comme on disait tout à l'heure, sur de l'imprégnation de séance, sur de la connexion, sur soit un petit jeu si l'état de forme ne me permet pas de faire un exercice à haute intensité, soit sur un travail de connexion, ou même on peut installer à ce moment-là de la préparation mentale, fixer des objectifs de séance. Ensuite, je déroule sur ma séance et je finis par un travail d'assouplissement musculaire et de flexibilité sur cette période-là. Sur cette période, entre la transition de la PPG et de la PPA, je préfère axer mon travail sur les points faibles. On a vu tout à l'heure avec l'enfant et l'adolescent que c'était très important de situer les points faibles, les points de rejet, les points d'incompréhension du schéma corporel ou de la progression de l'entraînement. Mais là, c'est exactement la même chose chez l'adulte ou chez l'adulte performant. À cette période-là, on est loin de la compétition. On peut lui rappeler tous ses points faibles et on peut lui dire « tu as du temps pour travailler sur tes points faibles ». En revanche, dès que je vais basculer en PPA pleine, là, je vais essayer d'améliorer mes points forts. Je vais chercher à les intégrer dans le handball et expliquer à ce joueur, ça c'est ton shoot, ça c'est ta qualité forte, puisqu'on se rapproche de la compétition. Donc, aussi créer un travail de préparation mentale indirecte où je vais rassurer le joueur sur ses qualités physiques ou sur ses qualités, ce qu'on appelle les qualités intégrées de gestuelle, son shoot ou ses appuis qui font réellement la force de son jeu. Ordre d'idée, lorsque je passe de la PPA à la PPS, mon cycle de PPA il dure entre 1 et 2 semaines, comme on s'est dit. Je poursuis mon travail de PMA, je commence à l'orienter vers la puissance. Je commence à l'orienter vers des efforts beaucoup plus courts, mais à plus haute intensité. Et je commence à amener en musculation vers des méthodes à effort sous-maximal pour pouvoir utiliser par la suite des méthodes de puissance type lourd léger, bulgare, toutes ces méthodes qu'on connaît pour développer la puissance ou l'explosivité. J'ai fini sur la préparation auxiliaire. Je commence à rentrer on va dire, dans les qualités fines, la PPS. C'est à ce moment-là où je vous disais tout à l'heure qu'il faut intégrer le travail spécifique. Avant ça, l'organisme n'est pas prêt à le développer. Il va y avoir beaucoup plus de déchets si vous mettez un exercice de tir au poste, comme je vous ai dit, sur chaise, sur un ailier. On va forcément avoir plus de déchets. Ça va créer de la frustration chez le joueur si vous faites ça au mois d'août. Au mois d'août, il va se dire, en octobre, pourquoi je vais essayer de le refaire si j'ai été nul au mois d'août? Donc, c'est à ce moment-là, sur la période de PPS, qu'il faut intégrer
les qualités fines, les qualités intégrées. Moi, sur cette période de PPS, j'utilise souvent les méthodes de rappel. Je fais du rappel de vitesse, je fais du rappel de PMA. Pour tout ce qui est cardiovasculaire, je fais du rappel de travail lactique. Et là, je cherche à gérer, à quantifier ces séances-là pour commencer à être plus précis sur le seuil adaptabilité, fatigue, phase de repos, puisqu'on se rapproche de la compétition. Que des séances de rappel, concrètement. Et je laisse la place au coach d'intégrer au maximum les séances de physique dans le handball. Si Anthony me dit, on va faire par exemple, si je prends l'exemple d'une séance qu'on avait menée avec Anthony, où moi je cherchais des qualités donc, de vitesse courte et de projection sur l'avant, je ne vais pas bassiner mes joueurs à leur dire, on va mettre 2 plots, on va se mettre 5 mètres, tu vas te mettre dans une situation de shoot ou d'instabilité, et après derrière, il va falloir que tu produises de la vitesse sur une reprise d'appui. Ce n'est pas le but. Si Anthony me dit, moi j'ai un exercice de handball qui va me permettre d'avoir une projection sur l'avant, exemple sur une attaque, sur une première intention, travailler l'attaque avec première intention et pas sur la continuité, je vais lui dire, ok, moi mes qualités de vitesse, on les a regroupées sur 5 mètres, je veux que tu développes ta séance sur attaque, première intention. Si à continuité, ça va être beaucoup trop long et on ne va pas développer les qualités courtes. Donc ça, c'est vraiment la partie où le préparateur physique et le coach doivent être en corrélation pour pouvoir utiliser au maximum le temps des séances et faire le plus de handball possible. Donc voilà pour la préparation physique spécifique. C'est la plus facile pour un coach de handball à comprendre. C'est la plus compliquée en termes de précision pour le préparateur physique. Donc j'espère que vous l'avez bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vois un petit peu, je ne sais pas, je vois au niveau des prénoms. Non, je ne pense pas, il n'y a pas de main levée. Je vois, j'ai juste Baptiste qui a réagi, c'est de ton côté. Si tu as des questions. Non, il n'y a pas de main levée. Parfait. Donc voilà. On peut conclure, je pense, Karim. Allez, parfait. Exactement. Par PPG. PPG, grosse phase de travail. En fonction de votre temps, elle peut durer de 4 à 6 semaines. Derrière, je passe sur une phase de transition entre la PPG et la PPA. Donc là, je commence à réduire mes volumes, à basculer sur des méthodes plus intensives et à augmenter les intensités. Je bascule derrière sur une phase de préparation physique auxiliaire. Donc, comme je vous ai dit, là, elle est entre 15 et 20 jours. On va commencer à se rapprocher sur du travail court. On va commencer à se rapprocher sous des efforts sous maximaux en musculation pour derrière développer des méthodes de puissance ou d'explosivité ou de force. Et on basculera ensuite sur une période donc, de préparation physique spécifique où là, on va créer des séances plus spécifiques, ce qu'on appelle des SP, par exemple au poste, comme je vous disais, beaucoup plus intégrées, où la corrélation entre le travail du préparateur physique et du coach doit être la plus importante. Derrière cette phase, on n'en a pas parlé, mais là, ça revient vraiment plus au rôle du préparateur physique de maintenir l'affûtage. Et donc, l'affûtage, c'est cette période de désaturation où la phase de repos, elle va être plus importante pour avoir une phase de performance le week-end ou sur toutes les compétitions, sur les échéances qui se présentent tous les week-ends, en quelque sorte, sur le calendrier, pour être le plus compétitif possible. Et ça relève de la gestion du préparateur physique, de maintenir le seuil fatigabilité et efficience. Donc voilà vraiment les grandes lignes de la préparation physique pour mener une reprise. Si vous avez 20 jours, mettez 5 jours de préparation physique générale, 5 jours, on va dire 5 jours de préparation physique auxiliaire. Derrière, je mets 4 jours de préparation physique spécifique et après, je mets 5 jours de repos. Et au 21e jour, c'est pour vous donner un exemple sur délai très très court, 21e jour, phase compétitive. Voilà. Si vous avez 6 mois, ben, c'est encore mieux. Mais on ne les a pas. Très très rare. C'est très très rare. Je ne les ai jamais lus aussi, oui. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? L'idée, c'était un peu plus long que prévu, mais l'idée était de balayer vraiment ce que vous pouvez faire après de longues périodes, comment planifier un petit peu la chose. Là, vous avez une idée, je pense. Tout le monde est au clair sur ce qu'on peut faire à la reprise. N'hésitez pas s'il y a question. Merci encore une fois à Karim pour sa disponibilité en direct de Grèce. Et c'est bon pour tout le monde? Pas de questions? Pas de questions?
Bon, de toute façon, vous n'hésitez pas, vous pouvez me relancer au cas où, et moi je pourrais échanger avec Karim, et au cas où si vous avez des discussions ou des questions, vous aurez de toute façon, je pense, la vidéo via Sophie, donc pas de problème, n'hésitez pas au cas où. Voilà. Merci Karim encore. Je peux te transmettre un document en tout avec un petit peu les caractéristiques générales selon les périodes d'âge qu'on a vues. Donc, ça sera un peu plus poussé, un peu plus en détail, puisqu'on n'a pas tout vu, comme je vous ai dit. Mais je peux vous transmettre ce document. Et au niveau de la préparation physique générale, à ramener les grandes lignes à l'aide d'un document que je pourrai transmettre à Anto, qui vous servira un petit peu de support visuel pour mener vos actions auprès de vos équipes. Cool, merci. Voilà. Merci à tous pour votre attention. Et puis, je vous souhaite une bonne reprise et une bonne saison. Croisons les doigts que vous puissiez reprendre le plus tôt possible. On va essayer. Merci à vous. Au revoir. Merci Karim. Ciao. Merci.